Bonjour, c'est l'heure de notre rendez-vous littéraire des mots et débats avec un nouvel invité. Il est journaliste, critique d'art, il est également professeur de lettres, préparateur psychopédagogique de sportifs. Il a plein de talents, il est polyvalent. Je vous présente Michel Alex-Kipré, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ça va. Alors, vous êtes journaliste à Fraternité Matin, en Côte d'Ivoire. C'est cela, oui. Alors, vous avez publié recueil de pensées, ça s'appelle « Sans pensées », voilà, c'est une coédition, l'Harmattan, Fratmat. Écoutez, nous allons découvrir cet ouvrage, mais je sais que vous êtes aussi l'auteur d'une sorte d'essai témoignage qui s'appelle « Secret de l'Académie », écrit en 2011. Et puis, le grand livre de la musique, c'est paru? Non, pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Très ça bien. va apparaître incessamment. Incessamment sous peu. Très bien. Eh bien, on va découvrir Sans penser, voilà, tout de suite. Michel Alex-Kipré, première partie de l'émission, Face à Face. Michel Alex-Kipré, parlons d'abord du titre de votre recueil de pensées. Sans penser. Il y a le mot sans pensée, mais si je ne lis pas votre couverture, 100 peut être aussi le nombre, le chiffre 100, peut être 100, S-A-N-S, peut être aussi 100, sentir. Et puis penser, là, c'est penser quelque chose, soigner, soulager, mais en fin de compte, on peut penser aussi à la pensée, P-E-N-S et E ou E-R, comme on le veut. Alors, ce jeu de mots, c'est fait exprès, cette sorte d'homonymie. Oui, c'est voulu, c'est voulu. Je suis un peu un musicien frustré, donc j'ai un besoin de musique quand j'écris. Et j'aime beaucoup les polysémies. J'aime pas, lorsqu'on me lit, qu'on soit amené à faire autre chose en même temps. J'aime bien que lorsqu'on me lise, quand on ne fait pas attention, on soit un peu perdu. Parce que quand je dis sans penser, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ça peut être le nombre, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sans penser. Et c'est le cas. Ce recueil de pensées-là comprend sans penser. J'avais eu besoin justement de jouer encore avec les mots. C'est pourquoi j'ai parlé de sans penser. Mais pourquoi sans penser? Parce que sang, c'est le sang, le liquide ici. Et pendant la période de crise, on avait vraiment beaucoup de difficultés. Et le sang ici faisait un peu allusion à la filiation, à notre progéniture, à la postérité qu'il fallait protéger et donc penser. C'est un peu pour cela que ce titre est un peu... oui. Un peu voilà, sanguinaire, un peu violent, un peu aussi... on sent qu'il y a une sorte de marque de tristesse et puis aussi d'espoir, je trouve, dans votre recueil de pensées. Justement, donc vous abordez cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, vous y étiez en Côte d'Ivoire, parce que vous parlez justement de Laurent Gbagbo, de cette arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est quelque chose qui vous a perturbé, bouleversé? Beaucoup. Je souhaite pas ça je souhaite ça à personne. Beaucoup. C'est pas vraiment... C'est vrai que les morts, c'est vrai que les blessures physiques sont énormes. Mais c'est pas ça le plus difficile. Ce sont les blessures psychologiques. La façon dont on tripote un peu la conscience de quelqu'un. Comment on arrive à cabosser un individu. Alors qu'à l'esprit, on ne peut pas faire de prothèse. Et donc, vous êtes amputé et vous continuez votre vie avec cette amputation. Vous avez un autre regard sur les hommes, sur vous-même, sur l'éventuel ennemi. Lorsque votre voisin d'hier peut se transformer en ennemi, mais en l'espace d'une journée, vous ne comprenez pas. Et je souhaite ça à personne. Je souhaite ça à personne. Ce recueil de pensées, donc ce sont des pensées comme ça qui ont été écrites, une sorte d'ébauche. Enfin, à ce moment-là, vous étiez où? Vous étiez chez vous? Vous étiez chez quelqu'un? Il était impossible de sortir. Nous ne sortions pas. Il y avait le coup-de-feu en permanence. Et puis même, qu'est-ce qu'on allait aller faire dehors? Donc on échangeait souvent par mail, quand ça marchait. Et nous écrivions, et j'avais déjà publié un premier ouvrage, Les secrets de l'Académie, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Et dans cet ouvrage-là, il y avait une phrase, je me rappelle, c'est « L'argent », j'avais dit « L'argent ne transforme pas l'homme, il révèle l'homme ». Et cette phrase-là a été mise sur les réseaux sociaux. Et à Abidjan, tout le monde commentait cette phrase qu'ils avaient appréciée. Et je me suis dit que je pouvais continuer à proposer des phrases comme ça, d'autant plus que j'en avais déjà qui dataient de 20, 30 ans, que mes amis à moi, mes proches, s'accaparaient. Donc je continuais à pousser ce recueil-là. Ça m'occupait, c'était en même temps une thérapie, et je pouvais régler certains problèmes pour pouvoir accepter cet enfermement-là. C'était un peu ça. Donc une sorte d'exutoire. Tout à fait, c'était l'exutoire. Vous avez trouvé le mot, c'était l'exutoire.
C'était vraiment une victoire. Alors justement, là, on comprend très bien, dès les premières pages de votre recueil, Tone, les armes lourdes, Glapis, les légères, la blanche nation se part du vert treillis, l'orange du drapeau dégouline de son jus, désormais sanguin, le contentieux est politique, sa résolution militaire. Donc là, déjà, vous parlez du drapeau de la Côte d'Ivoire qui se mélange, qui devient voilà, sanguinaire. Il est méconnaissable, il est méconnaissable. Vous ne savez plus, vous vous adressez à des Ivoiriens qui vous parlent comme si vous êtes un étranger, vous ne comprenez plus rien, vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes en exil chez vous. Vous êtes chez vous, mais vous êtes en exil, vous ne savez pas ce qui vous arrive en fait. Bien malins, ce sont ceux qui pouvaient savoir de quoi il s'agissait. On ne savait pas bien. On savait qu'on avait des problèmes qui étaient politiques, qu'il fallait utiliser les armées. Quelle armée, on ne savait rien du tout. Ceux qui ont vraiment souffert, c'était les citoyens, les civils. Je ne crois pas que les politiques aient tant souffert que ça. Dans votre recueil, il y a plusieurs chapitres de plusieurs thèmes abordés. Le premier thème, c'est la société, donc avec votre œil critique acerbe. Vous écrivez cette phrase « Lorsqu'un homme se décide à courtiser une femme, il est déjà trop tard. C'est elle qu'il avait repérée en premier, puis a orchestré et motivé à son insu sa décision à lui. En réalité, l'homme fait toujours le deuxième et non le premier pas. » Je vais demander à Patricia ce qu'elle pense de cette phrase. Vous n'êtes pas d'accord? Ça dépend. Enfin, non, il y a toujours des hommes qui font le premier pas, puis la femme, elle est surprise. Il croit faire le premier pas. Il croit toujours faire le premier pas. Donc, vous voulez dire que c'est toujours la femme qui prend le devant, qui décide, qui choisit, qui opte? Je dirais ça comme ça, mais en fait, l'homme, c'est une sorte de pied de nez à l'homme qui se prend pour un Don Juan, pour Casanova, pour toutes ces personnes-là, qui ont tendance à penser qu'ils séduisent la femme. Non, elle se laisse séduire. La femme vous laisse venir. Au moment où elle voit bien que c'est un jeu, elle est metteur en scène, vous êtes qu'un comédien qu'elle met en scène, vous êtes qu'un acteur qu'elle met en réalisation. Voilà. C'est votre façon aussi d'aborder les femmes? Oui, mais j'ai conscience de ça. Je joue de beaucoup de modestie quand il s'agit de femmes. Je n'ai pas la prétention de pouvoir les maîtriser. Les apprivoiser. Les apprivoiser comme le font la plupart de mes amis, la plupart de mes relations, de mes amis, lorsqu'on discute, ils ont l'impression de conquérir la femme. Je leur dis toujours que c'est faux. Et je suis conforté dans ma position parce que quand je parle avec des amis femmes, elles me disent « Comment tu sais ça ?» Parce qu'à chaque fois, et même les personnes avec lesquelles j'ai eu à partager des moments, elles te disent, oui, effectivement, je savais déjà que tu viendrais vers moi. Il y a aussi une femme qui finit de tromper son homme, commence par le regretter. Un homme qui commence à tromper sa femme finit par en guetter une autre. Oui, ça devient une drogue pour l'homme, ça devient une drogue. Il devient prisonnier, il devient l'otage justement de sa réputation. Puisque... Donc vous savez de quoi vous parlez? Pas du tout. C'est des échanges, c'est issu d'échanges, ça participe de beaucoup d'échanges avec des femmes, avec des hommes. Et pour qu'on me parle, il faut que je sois modeste. Donc j'écoute beaucoup et je rencontre justement. Ça passe au tamis de ma propre conscience, mais j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup les hommes. Il y a aussi, souvent, il y a un peu ce cliché, derrière un grand homme, comme vous l'écrivez, se cache une grande dame, et derrière un homme grand se cache une femme petite, presque toujours. Oui, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de compensation dans les couples. Vous voyez un homme fin, il est toujours avec une dame un peu grassouillette. Quand vous voyez un homme obèse, il a toujours une femme très très fine, fluette, svelte. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est la société ivoirienne que vous dépeignez ou alors est-ce la société, je veux dire, du continent africain? Je ne fais pas de frontières. Hein. Je peux parler avec des Arabes, des Chinois. C'est des choses récurrentes. Bon, souvent, ça prend racine, ça prend forme, effectivement, dans la société alentour, la Côte d'Ivoire. Mais je voyage beaucoup et j'entends beaucoup de personnes. Il y a quelque chose de récurrent dans ces sociétés-là. Là, à ce moment-là, lorsqu'on parle d'amour, de ces choses-là, les frontières deviennent poreuse. Votre recueil de pensées est illustré, est accompagné de clichés photographiques. Est-ce vous qui les avez pris ou est-ce, je ne sais pas, quelqu'un que vous connaissez très bien, photographe? C'est un photographe professionnel, c'est même lui qui a fait la photo de couverture, il s'appelle Goz, à qui je dis merci ici, que je remercie. C'est un ami avec lequel on a beaucoup de projets. Je trouve qu'il a un bon regard. Il m'a appris à comprendre que la photo, c'est pas saisir de beaux instants, non, c'est le regard. C'est un
un regard, c'est une prise de position. Et justement, à quoi servent ces clichés? Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces clichés, dans votre recueil de pensées? Ils sont complémentaires, ils donnent plus de force aux mots. Et des fois aussi, je viens renforcer son image, je colore un peu son image avec des phrases, avec des mots. En fait, ce ne sont pas des arts qui sont... On a tendance à les classifier, non. L'écriture, c'est une forme de peinture aussi. La photographie, c'est une écriture. Oui, qu'on essaye de décrypter, de déchiffrer avec ses mots, son humeur, il est vrai. Il y a aussi, vous décrivez aussi cette société à travers l'homme. Alors, vous parlez aussi de l'argent. Alors, l'argent sert à corrompre l'homme, sert à acheter. Vous dites, il n'y a pas d'homme corrompu, car si l'homme a créé l'argent, c'est bien pour acheter l'homme. C'est vrai que souvent, dans les politiques, dans les directives de présidents, souvent, ils veulent lutter contre la corruption. Est-ce pour vous aussi un sentiment qui est nécessaire de se battre contre la corruption ou c'est un échec total, ça ne sert à rien puisque ça existe Personne ne lutte contre la corruption. C'est pour se donner bonne conscience que les gouvernants le font. C'est pour se donner juste bonne conscience, pour entrer dans un concert de nations, ça fait bien d'en parler. Mais personne ne lutte contre la corruption. On sait tous que tout le monde est corrompu dans les sociétés africaines que je connais le mieux, mais c'est à toutes les étapes. Il y a des chefs d'État, par exemple, qui peuvent recevoir chez eux, dans une partie de leur pays, des déchets, par exemple, en échange d'argent. Des déchets, c'est su, ça. C'est pas simplement en Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. En Côte d'Ivoire, il y a eu un cas où ça a été révélé, mais un peu partout. Et lorsque je me suis informé, j'ai vu que même avant ce président-là, les autres aussi avaient déjà fait ça. Ils choisissent ce président, c'est-à-dire lequel? Le président sous lequel il y a eu les déchets toxiques avant lui. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo. Mais bien avant lui, les autres présidents avaient déjà reçu cela. Et ce que je dis peut être vérifié. Et beaucoup de chefs d'État africains le font. Beaucoup de chefs d'État, là, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Donc, à travers, ce que je viens d'entendre, c'est vous défendez en fin de compte Laurent Gbagbo, c'est votre prise de votre position. Pas du tout. Je ne défends pas Laurent Gbagbo, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les conditions de son départ qui me gênent, les conditions, la façon, parce qu'il y a une brutalité qui n'a pas pris en compte la société, les civils. Il y a une brutalité et je pense que ça va encore accompagner moi je parle les plus jeunes, notre sang justement, qui a pensé pendant longtemps. Ça va être pendant longtemps parce qu'aujourd'hui le vocabulaire des jeunes, c'est enfermement, c'est mitraillettes, c'est kalash et tout ça. Est-ce qu'ils en tiennent compte? Non. Il faut juste lutter pour le pouvoir. Mais lorsqu'ils vont partir, que vont devenir ces jeunes qui n'ont plus peur de la Kalachnikov, qui se sont accommodés de la musique de la Kalachnikov? Qu'est-ce qu'on en fait de ces jeunes? Pour l'instant, on ne voit pas les séquelles. Mais dans quelques années, pour être enseignant, je sais que ces jeunes-là vont prendre peur. Vous avez qu'à écouter la musique ivoirienne. Elle est brutale, le coupé-décalé. C'est une musique assez brutale, mais qui dit son mal-être. Qui dit toute sa misère, qui extériorise justement. Parce que c'est des personnes qui souffrent. Voilà. Je le pense sincèrement. Nous continuons avec vos pensées. L'argent est tellement odieux que certains agents de Dieu n'arrivent pas à supprimer les quêtes, la tendance et même à les tripler pour nous doubler. C'est un message aux télévangélistes qui aiment bien justement se servir à travers Dieu, prêcher, prôner Dieu, justement a besoin de récolter des fonds. Je suis catholique, mais je me rends compte que pendant les messes, aujourd'hui, il n'y a plus une seule quête. Il y a toujours 2, 3, 4. C'est pour la construction de la chapelle. C'est toujours pour quelque chose. Mais pourquoi 4 Pourquoi est-ce que je ne donne pas 1000 francs? Pourquoi vous voulez que je fasse la monnaie? Pourquoi vous voulez que je donne 4 fois 250 francs? En fait, vous m'invitez à faire 4 fois 1000 francs. Et c'est cette subtilité-là qui me gêne. C'est pas dans ces espaces-là qu'on doit rencontrer ce genre de pratiques, je pense. Ailleurs, dans le milieu financier, d'accord. Mais là où les personnes ont des problèmes, elles vont se recueillir, trouver des solutions, s'agripper à un Dieu qui n'existe ou pas, ça c'est notre débat.
Mais à partir du moment où il fait beaucoup de bien, il donne un confort psychologique à ces citoyens-là. Vous n'êtes pas venu en rajouter en leur parlant d'argent. Ils arrivent, vous vous exposez des problèmes sociaux, vous leur demandez de faire 4 quêtes. Mais pourquoi pas une quête? Non, ça c'est pour ceci. Non. Mais on peut faire une quête globale, non? Aujourd'hui, oui, la tendance, il n'y a plus une seule quête, il y a toujours 2, 3. La tendance, elle est triplée pour nous doubler, comme je dis. Et vous aimez bien aussi les jeux de mots, parce que vous faites un crétin qui a une éthique n'est pas un chrétien. Et un chrétien qui n'a que l'esthétique est un crétin. Donc voilà, crétin, chrétien, vous aimez beaucoup ça. C'est pour ça que je parle de musique. J'aime bien que ça sonne musicalement. J'aime bien les allitérations, les anaphores, les assonances, le retour de voyelles, de consonnes pour pouvoir donner une musique. Parce que je pense que le besoin de la forme est beaucoup plus importante que le sens. Le sens vient au service ici de la forme après. Page 41, il y a, vous parlez justement de ce monde politique encore, et là vous dites, le démocrate fait la guerre à contre-cœur, le dictateur fait la guerre de bon cœur, le mercenaire fait la guerre de tout cœur, le rebelle fait la guerre sans cœur, l'ONUCI fait la guerre par cœur, le peuple subit la guerre, le cœur serré, la paix en a gros sur le cœur. J'aime bien ça, c'est bizarre que ce soit moi qui l'ai écrit, j'aurais apprécié ça d'un autre auteur. Je vous le dis sincèrement, parce que ça décrit exactement la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Exactement, en très peu de mots, exactement. L'ONUCI connaît la guerre, elle fait la guerre par cœur. Le rebelle, c'est sans cœur en fait. Il y en a qui le font par cœur, c'est-à-dire qu'ils sont tellement rodés qu'ils le font. Et qui souffrent, c'est le peuple, c'est la paix. Le peuple a besoin de paix. Et la paix en a gros sur le cœur. Mais avoir gros sur le cœur, c'est quand même c'est un peu être incapable de réagir. Quand je dis que j'ai gros sur le cœur, ça veut dire que je souffre de ne pas pouvoir réagir, répliquer. Donc ce petit vers-là, ce petit mot-là, c'est pour porter la voix de ceux qui en ont gros sur le cœur, qui ont envie de parler, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de moyens. Nous avons, pour parler un peu, pour reprendre ces airs, on veut être un peu leur voix. On veut être la bouche, voilà, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Très bien, merci beaucoup Michel. Alex Kipré, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Carte sur table. Michel Alex Kipré, alors les cartes sur table, c'est en fin de compte, vous allez me dire un chiffre qui vous plaît entre 1 à 5, voilà. 4. 4. Eh bien, le chiffre 4, nous allons parler, vous aimez le sport, vous avez parlé de foot. Pape Diouf, l'ex-président de l'OM, savez-vous qu'il se présente au municipal de Marseille? Alors, il est dans une tête de liste sans étiquette politique. Alors, est-ce que vous suivriez Pape Diouf ou alors non, vous ne faites pas confiance à un homme qui sort du foot, qui n'a pas d'expérience politique peut-être? Non, la petite anecdote, il devait préfacer mon premier ouvrage qui parlait de foot. Il devait le préfacer, il s'est proposé de préfacer la suite, la deuxième partie. Je l'ai rencontré 2-3 fois, on a échangé longuement. Il m'avait dit qu'à l'époque, il suivait le président Hollande, je crois qu'il était avec lui, à l'époque, il le soutenait et tout. Je trouve dommage, et c'est pas que Pape Diouf, je trouve dommage qu'il aille dans un milieu qu'on a l'habitude de vomir de l'extérieur. Je ne sais pas ce que les gens vont faire là-bas en politique. Même si c'est la municipalité, on me dira non, c'est juste pour gérer. Mais c'est toujours un endroit où il faut donner des coups. Je pense qu'il en a reçu suffisamment au foot. Il devait rester dans le foot. Surtout que là-bas, il a réussi. Peut-être qu'il est un peu lassé, il s'ennuie. S'il est un peu comme moi, qui n'aime pas trop les villes lisses, bon, qu'il aille prendre de coups en politique, parce qu'il va en prendre. Mais je pense qu'il est assez fort, il a peut-être le dos pour recevoir ce genre de coups. Il va en prendre. Un autre chiffre, le 1, le 2, le 3, le 5. 2. Le 2. Eh bien, nous allons parler de la fortune de Nelson Mandela. L'héritage, donc il y a 4,1 millions de dollars. Et il va les offrir à sa famille, à l'ANC, le parti politique, aux différentes écoles qu'il a fréquentées. Est-ce que vous l'auriez fait, vous, si vous étiez Nelson Mandela, ou alors vous lui auriez donné uniquement votre argent, votre fortune à votre famille, ou au parti politique seulement, je ne sais pas, qu'auriez-vous fait? Nelson Mandela ne s'appartient pas, il appartient à tout le monde, à tous ceux qui ont envie
de vivre heureux. On a envie d'arriver à la moitié déjà de Nelson Mandela, d'essayer de faire comme lui, ne pas se venger en sortant de prison et tout. Non, il ne s'appartient pas. C'est même pas possible d'envisager qu'il donne l'argent à sa famille, parce que tout le monde se réclame de lui. Tout le monde se réclame de lui, donc c'est normal que les compartiments qui reçoivent l'argent soient diversifiés et aillent au-delà de sa simple famille nucléaire biologique. Parce que sa famille, il y a la race noire aussi qui est sa famille, il y a ceux qui aiment la paix, il y a ceux qui ont fait tous les geôliers, il y a tout ce monde-là. Nelson Mandela, ce n'est pas un homme, c'est un symbole. Donc un symbole ne peut pas s'enfermer dans une famille. Parlant de Nelson Mandela, j'ai juste un petit regret que ce soit passé comme ça avec Winnie Mandela. Je ne sais pas ce qu'elle devient pour lui, je ne sais pas. Je n'ai pas encore compris ça. Je suis très, très curieux de savoir, de lire quelque chose sur ce qui l'a poussé à se séparer avec Winnie Mandela. Encore un chiffre, une autre carte, allez-y, le 1, le 3, le 5. J'aime bien les paires, il n'y en a plus de paires, il n'y a plus de chiffres, je vais prendre 1. Le 1. Oui, alors Pascal Sibi Kangwa, c'est un ancien officier rwandais, c'est un présumé génocidaire, qui est jugé en France, qui a été jugé en France ce mardi. Son procès en assises va durer 2 mois. C'est un procès historique qui s'est ouvert en France. Alors je voulais savoir, est-ce que, comment, de votre œil en tant que journaliste, critique, extérieur, le fait qu'on condamne, qu'on fasse un procès en France contre un officier du génocide, c'est une bonne chose. Il aurait dû plutôt rester sur le continent africain, au Rwanda. Qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu faire? Ça montre la faiblesse de nos juridictions. Ça montre la faiblesse. Il y a lui, il y a d'autres, il y a le président libérien, le président ivoirien, toutes ces personnes-là qui sont jugées à l'extérieur. Ça montre vraiment la faiblesse de nous. Beaucoup sont contents d'aller devenir juger les coupables, les prétendus coupables à l'extérieur. Je comprends qu'ils le fassent parce que ça montre la faiblesse, mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne commencent pas dès maintenant à renforcer le système judiciaire. Il faut commencer dès maintenant. Pas bien le faire, mais le faire petit à petit, progressivement, faire un jugement qui soit raté à la limite pour pouvoir améliorer. Mais à chaque fois, on va confier le sort. Alors qu'il y a d'autres enjeux. Il n'y a pas que des enjeux. Dès que ça part à l'extérieur, il y a d'autres enjeux qui viennent parasiter ici le vrai procès. Et bien à ce moment-là, c'est des procès qui sont un peu biaisés, à mon sens. Je peux me tromper, mais c'est des procès biaisés. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Michel Alex-Kipré, pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons passer au coup de cœur. Votre coup de cœur, Michel Alex-Kipré, Daniel Pénac. Oui, Daniel Pénac. Pourquoi cet auteur et pourquoi ce livre, Chagrin d'école? Chagrin d'école, c'est un livre qui m'a bouleversé parce que j'aurais aimé écrire un livre de cette nature. D'abord parce que Daniel Pénac écrit très bien. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. Il est d'une humilité et c'est un livre sincère en fait. On a l'habitude lorsqu'on fait des biographies, des témoignages, sous la pression de bien paraître, de bien se présenter, de falsifier un peu les faits, de se présenter sous un jour favorable. C'est rare de parler de soi en mal. C'est de l'autodérision. Il s'avoue, il se confesse cancre. Je ne connais pas beaucoup de personnes en train de... Donc c'est un enfant qui est cancre, qui le sait, qui est effrayé par des majuscules, qui est effrayé par tout, qui met du temps à comprendre les choses les plus minimales, qui est dernier de classe. Lorsqu'il est avant-dernier, c'est un champagne qui doit se tirer. Donc c'est un enfant de ce type-là. Mais de l'écrire, de se détacher de lui-même, de poser un regard aussi sévère, aussi sincère. Il est tellement sincère que c'est touchant. C'est touchant et tous ceux qui font des biographies gagneraient à dire un peu
plus de méchanceté sur eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage. Et en fait, en Côte d'Ivoire, je suis activiste aussi du livre. Je suis créateur d'un prix littéraire qu'on appelle le prix Caïcédra. Et c'est un peu à l'image du Goncourt des lycéens. Parce que moi, je rêve d'augmenter la population des lecteurs. Une fois que beaucoup d'Africains vont se mettre à lire, je pense que les choses vont changer parce qu'ils auront un autre regard sur eux-mêmes. Et donc, je pense qu'avec les grands, c'est un peu foutu. Avec les jeunes plutôt, donc j'ai institué ce prix-là dans les lycées. Et cette année, l'innovation, la 4e édition, l'innovation, c'est dans les écoles primaires. Donc les enfants lisent des ouvrages, 4-5 ouvrages, ils choisissent démocratiquement eux-mêmes le meilleur ouvrage. C'est une façon de les amener à lire. Et j'aime cet ouvrage parce qu'on sort le livre du livre. C'est plus un manuel scolaire, ça devient un compagnon et c'est vraiment un hommage rendu, je ne dirais pas aux cancres, mais à ceux qui ont du mal à comprendre, pour qu'ils soient décomplexes. J'adore ça. Eh bien, merci beaucoup, Michel Exquipré. Merci de nous avoir présenté Chagrin d'école, mais aussi de nous avoir présenté votre recueil de pensées, Sans penser, aux auteurs, aux téléspectateurs de découvrir comment s'écrit Sans penser. Je pense qu'ils l'ont vu. Voilà, mais en tout cas, merci, bon retour. Et moi, je vous dis, chers téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, au revoir et à bientôt.